Bonjour Anne. Aujourd'hui, on s'attaque à des petites molécules dont on entend pas mal parler, l'épicatéchine qu'on trouve dans le cacao, mais aussi d'autres polyphénols et caroténoïdes présents un peu partout dans les plantes. Oui, des composés intrigants. Exactement. Et l'idée, c'est de creuser un peu ce que dit la science. On a regardé un article d'Examine, un blog de fitness, S-Workout, et aussi un travail de recherche universitaire sur le lien avec Alzheimer. Des sources variées, c'est bien. Voilà, on va essayer de démêler le vrai du faux, voir si ces molécules tiennent leurs promesses pour les muscles, pour le cerveau, et surtout cette question des doses. Est-ce qu'on peut vraiment en avoir assez en mangeant normalement? Allez, c'est parti. Commençons par le sujet qui fait jaser dans le milieu du sport. L'épicatéchine. C'est un flavonoïde du chocolat noir et on dit qu'elle pourrait aider à prendre du muscle en bloquant la myostatine. Ça a l'air un peu magique, non? Oui, sur le papier, c'est séduisant. En gros, la myostatine, c'est une protéine qui dit aux muscles «Stop, ne grossissez pas trop». L'idée, c'est que l'épicatéchine pourrait diminuer l'action de cette myostatine, D'accord. notamment en augmentant une autre molécule, la follistatine, qui, elle, bloque la myostatine. Il y a une étude qui a fait un peu de bruit, celle de Gutiérrez-Salmen en 2014, une preuve de concept, comme on dit. Ah oui. Et qu'est-ce qu'elle montrait? Alors, ils ont donné 150 mg d'épicatéchine par jour pendant une semaine à, attention, 6 personnes. Seulement 6. Ah oui, c'est très peu. Très peu. Ils ont observé que le ratio follistatine sur myostatine s'améliorait et il y a eu une petite augmentation de la force de la main, plus 7%. 7%. Bon. Voilà. Mais il y a de gros bémols. Échantillon minuscule, pas de groupe placebo pour comparer, on ne sait même pas si la masse musculaire a bougé, et les niveaux précis de myostatine et follistatine n'ont pas été publiés. Ah oui, d'accord. Ça nuance quand même beaucoup l'enthousiasme initial. Si on n'a pas de groupe contrôle et si peu de participants, difficile de dire si c'est vraiment l'épicatéchine qui a fait quelque chose. Exactement, c'est très préliminaire. Du coup, l'idée de manger plein de chocolat noir pour devenir musclé, c'est... Un peu un raccourci facile. Disons que c'est très très simplifié et surtout pas vraiment prouvé pour l'instant. Pour avoir ces 150 mg de l'étude, il faudrait manger entre 120 et plus de 200 grammes de chocolat noir par jour et du très riche en cacao. Ah oui, bonjour les calories. Sans parler de la poudre de cacao pur, ce serait autour de 100 grammes. C'est énorme au quotidien. Les compléments, eux, proposent des doses beaucoup plus élevées, 500, 1000 mg. Mais là encore, les études solides qui montrent un gain de muscle significatif chez l'humain, grâce à ça, on les attend toujours. D'accord. Les blogs comme Side Workout mettent en avant ces mécanismes, oui, blocage myostatine, meilleure performance, récupération, mais pour ce qui est de la prise de masse musculaire, les preuves robustes chez l'homme ne sont pas encore là. C'est clair. Donc, pour l'épicatéchine et les muscles, beaucoup de prudence. Mais cette molécule, elle fait partie d'une famille plus large, les polyphénols. Et eux, avec les caroténoïdes, comme le lycopène des tomates, la lutéine des épinards, on en parle aussi pour autre chose, le cerveau, et notamment la maladie d'Alzheimer. Le travail de bachelor qu'on a consulté se penchait là-dessus. Qu'est-ce qui en sort? L'hypothèse de base, c'est que ces composés sont des antioxydants. Ils pourraient aider à combattre le stress oxydatif, un peu comme de la rouille dans nos cellules, qui est suspecté de jouer un rôle dans Alzheimer. Ce travail a fait une revue de la littérature scientifique. Et alors? Chez l'animal, il y a des choses intéressantes. Certains flavonoïdes, comme la quercétine ou le lycopène, ont montré des effets positifs sur la mémoire et une réduction du stress oxydatif dans des modèles animaux d'Alzheimer. Ok, ça c'est plutôt encourageant. Oui, mais chez l'humain, c'est une autre histoire. Les études sont beaucoup plus rares et les résultats moins nets. Par exemple, des isoflavones, des polyphénols du soja, n'ont pas montré d'effet sur la cognition de patients ayant un Alzheimer léger à modéré. Ah, Et pareil pour la lutéine et la zéaxanthine, des caroténoïdes. Pas de modification des marqueurs de stress oxydatif chez ces mêmes types de patients. La transposition de l'animal à l'humain, c'est souvent compliqué. pourquoi c'est si différent? Qu'est-ce qui coince? Plusieurs choses. Déjà, un modèle animal, ça ne reproduit jamais parfaitement une maladie humaine, aussi complexe qu'Alzheimer. Ensuite, et c'est vraiment crucial, les doses. Les doses utilisées dans les études animales ou in vitro sont souvent gigantesques. On parle de doses pharmacologiques. C'est-à-dire bien au-delà de ce qu'on peut obtenir en mangeant normalement. Il faudrait parfois manger des kilos et des kilos de fruits ou légumes par jour pour arriver à ces niveaux. C'est juste pas réaliste. D'accord, je vois. Et puis,
il y a la biodisponibilité. Ce n'est pas parce qu'on mange quelque chose que notre corps l'absorbe et l'utilise efficacement. Ça dépend de l'aliment lui-même, de comment il est cuit, de notre propre système digestif, de notre microbiote, c'est complexe. Donc, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, pour l'épicatéchine et les muscles, que ce soit via le chocolat ou les compléments, les preuves d'un effet significatif sont encore faibles aujourd'hui. C'est ça. Des pistes, mais rien de solide pour recommander ça pour la prise de masse. Et pour Alzheimer, l'idée générale qu'une alimentation riche en antioxydants, type régime méditerranéen par exemple, est bonne pour la santé du cerveau et pourrait aider en prévention, ça tient toujours la route. Oui, ça reste un conseil de santé publique pertinent. Lutter contre le stress oxydatif de manière générale, c'est bénéfique. Mais l'idée qu'une grosse dose d'un polyphénol ou d'un caroténoïde spécifique puisse soigner la maladie une fois qu'elle est là, ça, ce n'est pas prouvé chez l'humain. Et de toute façon, atteindre ces doses par l'alimentation, c'est quasi impossible. Exactement. Les recherches continuent, bien sûr, mais il faut se méfier des messages trop simplistes basés sur des études préliminaires ou non humaines. L'effet réel de ces molécules, aux doses qu'on ingère vraiment tous les jours, reste à clarifier pour ces applications précises. En conclusion, on voit bien que derrière les titres parfois accrocheurs sur les picatéchines pour les muscles ou les polyphénols pour le cerveau, la science est beaucoup plus nuancée. Il y a des mécanismes intéressants, oui, mais les preuves solides chez l'humain, surtout avec des doses réalistes, manquent souvent à l'appel. Tout à fait. Et ça amène une dernière réflexion d'ailleurs, bien soulignée dans le travail de Bachelor qu'on a lu. Est-ce qu'à force de chercher la molécule miracle, isolée, on ne perd pas de vue l'essentiel? C'est-à-dire? Ben, la synergie incroyable qu'il y a entre tous les composants d'un aliment complet. Et surtout, l'impact bien plus démontré d'une alimentation variée, équilibrée, prise dans son ensemble, sur notre santé globale, que ce soit pour les muscles ou pour le cerveau. Finalement, c'est peut-être ça le message le plus important, non?